Et nous arrivons déjà à notre quatrième et dernier panel. Et dans ce cas-ci, pour ce dernier panel, on a choisi de mettre l'aspect durable de l'approvisionnement local à l'honneur. Pour ce panel-ci, nous aurons 4 intervenants et nous avons choisi de séparer en fait cette thématique-là sous 2 sous-thèmes. Il va d'abord être question de certaines cultures qui sont intéressantes à considérer, de mettre davantage dans nos champs et bien sûr dans les menus. Et ensuite, il sera question de produits marins. Donc, je vous présente nos 2 premiers panélistes avec qui on va parler des cultures, des nouvelles cultures. Et je vous les présente rapidement. Olivier Flamand-Lapointe, qui est analyste en agriculture et système alimentaire durable chez Équiterre. Olivier travaille entre autres au développement de filières qui favorisent la santé des sols et l'autonomie alimentaire du Québec. Et il est accompagné d'Annie Lavoie, chef du service de restauration au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Passionnée par les produits d'ici depuis toujours, Annie travaille à intégrer des aliments locaux dans les menus de son établissement depuis plusieurs années déjà. Bonjour Olivier, bonjour Annie. Bonjour. Bonjour. Alors, Olivier, je vais commencer avec vous. Vous travaillez avec l'équipe d'Équiterre sur différents projets qui visent, entre autres, à favoriser plus de biodiversité dans nos champs québécois. Et un de ces projets concerne les haricots. Je propose de commencer notre discussion en regardant ensemble une courte vidéo que vous nous avez présentée sur ce projet. Donc, vidéo, s'il vous plaît. Avant, nous exportions jusqu'à 95 de notre production, mais la consommation locale d'haricots commence à augmenter de plus en plus. On serait capable de fournir directement là, des institutions comme les écoles ou les responsables là, dans les hôpitaux qui préparent 2, 3, 4, 5 000 repas par jour. Là, ça commence à être intéressant au niveau de la distribution. En choisissant là, des haricots secs, on voit vraiment que le résultat est super intéressant, autant pour les usagers que autant pour le futur. C'est bon économiquement. Les cuisiniers sont fiers de travailler avec des produits locaux. Merci pour cette petite vidéo introductive. Donc, Olivier, on vient de parler d'haricots, mais vous avez identifié 3 autres cultures d'intérêt chez Équiterre, à savoir l'orge, l'avoine nue et le sarrasin. J'aimerais d'abord vous demander pourquoi avoir choisi ces 4 cultures en particulier, et j'en profiterai pour vous demander au passage une petite précision sur ce qu'est l'avoine nue. Ça fait pas si longtemps qu'on en entend parler, donc je suis sûre que ça doit en intriguer plus d'un. Donc, d'abord, pourquoi avoir choisi ces 4 cultures-là? Oui, bien sûr, mais merci beaucoup. Tout d'abord, là, c'est ça, l'avoine nue, pour peut-être faire une petite explication là, par rapport à ce que c'est. En fait, l'avoine nue, est aussi surnommé là, le riz des prairies ou le riz de la Gaspésie. Puis en fait, contrairement à l'avoine conventionnelle ou l'avoine vêtue, ben, elle a une enveloppe qui est moins épaisse, en fait, donc qui va, au niveau de la récolte, elle va s'écaler toute seule. Donc, ça nécessite moins de transformation. Donc, on en produit déjà au Québec dans différentes régions, autant pour l'alimentation humaine que animale. En fait, autant pour l'avoine nue que pour l'orge et le sarrasin, entre autres, mais on pense que ça va devenir des aliments vedettes dans les prochaines années, entre autres à cause de leurs bienfaits au niveau environnemental, au niveau nutritionnel, aussi au niveau de l'abordabilité. Puis également au niveau de l'autonomie alimentaire, parce que ce sont des grains qui ont un potentiel de remplacer d'autres aliments qu'on va importer, comme le riz, par exemple. Dans le cas de l'avoine nue, l'orge et le sarrasin aussi. Chez Équiterre, on aime ça qualifier ces aliments-là de culture de l'avenir, parce qu'on pense qu'ils sont déjà cultivés ici, mais ont un bon potentiel de croissance là, dans le futur. Et comme vous venez de nous mentionner aussi un peu entre les lignes, donc il y a à la fois un potentiel d'utilisation très intéressant. J'aime beaucoup l'exemple, entre autres, de l'avoine nue à utiliser comme du riz, chose que je vais faire moi-même à l'occasion et qui est franchement intéressante. On connaît tous les enjeux qu'il peut y avoir de contaminants et tout ça en lien avec le riz, donc d'avoir notre propre riz local, pourquoi pas? C'est une façon facile de l'utiliser, mais en marge de ça, et c'est beaucoup votre expertise en lien avec la santé des sols, donc ce sont 4 aliments qui
ajouter en rotation à ce qu'on cultive déjà nous fournit non seulement un aliment qui est intéressant, mais pour le sol aussi, ça redonne en fait, ça redonne la vitalité à nos sols aussi, là. Ben, tout à fait. En fait, de base, au Québec, on produit énormément des mêmes cultures, donc beaucoup de maïs, soya, de blé. Puis à force de cultiver toujours la même chose, mais ça peut appauvrir les sols. Ça nous rend plus vulnérables face aux intempéries, donc au changement climatique. Donc, c'est important de venir rajouter de la diversité dans nos champs pour améliorer la santé des sols, donc la biodiversité dans les sols, mais aussi briser les cycles de maladies. Et tout ça mis ensemble à long terme, à moyen terme, ça peut aussi améliorer même les rendements des autres cultures, dont le maïs et le soya. Donc, c'est vraiment un avantage pour les producteurs de venir diversifier, en fait, leur production agricole. Donc, je comprends très bien que finalement, tout le monde y gagne. Reste que d'introduire des nouvelles cultures pour être personnellement impliqué sur certains projets en ce sens-là, ça représente plusieurs défis, notamment pour les agriculteurs et bien sûr pour les utilisateurs finaux qui doivent les découvrir. Parlez-nous peut-être un peu plus, soit en utilisant l'exemple du projet Haricot, parce que je pense que c'est celui le plus abouti en lien avec les 4 cultures dont on parle, mais comment est-ce que vous travaillez donc chez Équiterre à stimuler et encourager autant les producteurs eux-mêmes à accepter d'introduire ces nouvelles cultures-là, qui est un travail différent, mais aussi pour les institutions de rendre ça accessible et attrayant. Comment vous y prenez? Ben, en fait, pour prendre l'exemple du projet Haricot, ce qu'on met de l'avant, c'est vraiment une approche par filière. Donc, on va vraiment travailler avec l'ensemble des acteurs d'une même filière agricole, donc de la production jusqu'à la consommation, pour vraiment faire en fait d'asseoir tous ces gens-là autour d'une même table, qu'on puisse discuter des enjeux communs, des réalités communes, pour pouvoir vraiment d'un côté, stimuler la production et stimuler la demande. Donc, c'est vraiment une approche systémique qu'on vient faire là. Puis, en fait, dans ce contexte-là, puis dans le contexte du projet Haricot, le rôle des institutions publiques est vraiment important parce qu'il vient assurer une demande qui est stable et constante pour les producteurs agricoles. Puis ça, c'est vraiment essentiel pour les convaincre d'adopter une nouvelle culture. Parce que pour les agriculteurs, c'est aussi d'adopter une nouvelle culture qu'ils ne connaissent pas nécessairement. C'est un risque, c'est un apprentissage. C'est beaucoup plus simple de rester, disons, dans le statu quo, dans les productions que j'ai mentionnées précédemment, sur le maïs, le soya, qui sont, disons, simples à produire, il y a des débouchés faciles. Donc, c'est vraiment un défi pour tout le monde de venir à diversifier l'alimentation et l'agriculture en même temps. Voilà. Très bien. Je vais inviter Annie à joindre notre duo parce que, Annie, de votre côté, vous avez déjà entamé une collaboration avec Équiterre pour introduire certains des aliments dont il est question aujourd'hui dans vos menus. J'aimerais d'abord savoir comment vous vous êtes rencontrés, comment tout ça a commencé. Notre partenariat avec Équiterre remonte à quand même plusieurs années. On a débuté avec l'introduction de légumes biologiques ici au CHUM. Et ensuite, notre participation à Commune Assiette, la communauté de pratique et plusieurs tables de travail, dont le projet Haricot qui est venu un peu nous chercher. C'était quelque chose c'était un projet qui nous emballait beaucoup quand on considérait le volume par exemple, de légumineuses, de haricots qu'on utilise en conserve actuellement. Donc, l'opportunité de les transformer et d'utiliser des haricots secs provenant du Québec, pour nous, ça nous a beaucoup stimulé. Puis aussi, au niveau des grains, c'était aussi intéressant parce que on n'avait pas beaucoup de grains dans nos, mis à part le riz, par exemple. Donc, on n'avait pas beaucoup de grains dans nos menus. Fait que ça, c'est venu un peu ajouter un élément de défi, puis quelque chose de très intéressant pour nous à développer. Excellent. Donc, au moment où on se parle, lequel ou lesquels exactement des 4, et je les renomme, sarrasin, orge, avoine nue et haricots, qu'est-ce que vous considérez présentement, puis pourquoi avoir choisi de commencer par ceux-là en particulier?
Ben, nous, c'est ça. Là, en ce moment, on travaille, on standardise beaucoup de recettes avec l'orge, le sarrasin et l'avoine nue. On a décidé vraiment de se concentrer sur les grains en premier parce que c'était quelque chose qui manquait beaucoup dans nos recettes. On en avait, comme je disais tout à l'heure, à part le riz, on n'avait pas beaucoup de grains dans nos menus, tandis qu'on avait beaucoup de haricots. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on débute avec la partie un peu plus facile, donc transformer les haricots en conserve qu'on a actuellement et juste changer nos méthodologies et arriver avec des haricots secs, ou on essaie de s'attaquer au plus gros, pas problème, là, mais au plus gros défi, c'est ça. Puis, ben, nous, on a choisi de commencer avec les grains. Donc, on a apporté ça vraiment comme, surtout avec l'équipe de la restauration, on apporte ça vraiment comme un défi, mais dans l'élaboration vraiment de nouvelles recettes. Puis, oui, on s'inspire un peu de ce qu'on peut trouver sur Internet, mais on essaie vraiment de penser à l'extérieur de la boîte, là. Donc, on développe un chili avec de l'avoine nue. On essaie vraiment comme de sortir un peu de ce qu'on fait habituellement. Puis, on se disait qu'on a beaucoup d'haricots dans nos menus, donc c'était pas nécessairement des nouvelles recettes qu'on avait besoin d'élaborer, mais plus d'adapter nos recettes. Donc, on a choisi le côté plus créatif au début. Donc, puis c'est le plus gros défi. Puis ensuite, on va changer nos recettes actuelles, on va les modifier, les adapter pour inclure les haricots secs. Donc, les temps de trempage, les manipulations de plus que ça demande. Fait que nous, on a essayé d'y aller avec les grains en premier. Et vous en êtes à quelle étape ou à quel stade de développement avec ces grains? Il y a beaucoup d'essais-erreurs qu'on a fait au début avec les grains. On n'avait pas, très humblement, on n'a pas l'habitude là, de manipuler. Il n'y en avait presque pas dans nos recettes. Donc, c'était vraiment des nouvelles méthodologies, des nouvelles recettes à faire. Puis, on essaie aussi de pas juste développer des recettes pour, par exemple, aller en table chaude. On essaie de développer des mélanges à sandwich, de développer des soupes, développer peut-être même des desserts. On essaie vraiment d'être le plus créatif possible pour que ça se retrouve pas juste dans le type de produit qu'on a l'habitude de les voir. On est en train d'essayer de voir pour un pain de viande, mais vraiment comme plus végétalien, donc inclure de la PVT, mais inclure aussi des grains à l'intérieur. On est vraiment là-dedans et on veut aussi faire des sauces pour pâtes, faire diminuer les protéines bovines et même souvent en éliminer complètement et amener autre chose que des haricots parce que des fois, il peut y avoir aussi des diètes là, au niveau des patients qui ne permettent pas nécessairement des fois d'avoir certains haricots secs. Donc, vraiment, oui, on a une partie de recettes de base qu'on voudrait adapter avec les grains, mais on veut aussi avoir des nouvelles recettes hyper innovatrices là, qu'on pourrait justement, un bon mélange pour faire un wrap ou faire un panini, par exemple. Donc, on est là. On fait des tests. C'est de plus en plus concluant parce qu'on a appris à manipuler les grains. On a appris à les travailler, à les voir, à savoir quand ils sont prêts, à reconnaître aussi avec l'habitude de les cuire, de les manipuler. Là, on s'en vient super bon. Là, on travaille là-dessus. Ben, merveilleux. Puis sentez-vous justement que les employés sont impliqués, voire même stimulés par cette opportunité-là d'innover puis de créer des nouvelles choses? Là, c'est sûr que oui, parce qu'on n'a pas... on travaille moins le côté nutritionnel en premier. Là, on essaie vraiment d'avoir des recettes qui sont goûteuses, où le grain est présent, mais que les recettes sont attrayantes pour le client, parce que là, on est plus axé cafétéria. Puis ensuite, ce qu'on veut faire, c'est plus impliquer les cuisiniers qui sont plus impliqués au niveau du menu patient, puis de venir avoir un cadre un peu
plus strictes au niveau nutritionnel, donc valider par exemple la teneur en protéines d'un mets, s'assurer que le sodium, que toutes les balises en fait nutritionnelles soient respectées. Mais là, on est dans un mode beaucoup plus créatif pour l'instant. Puis ensuite, on va essayer justement d'avoir une recette qui correspond à tout ce qu'on recherche au niveau des valeurs nutritives là, pour un patient ou un client. Génial. Puis je ne peux pas m'empêcher de vous faire mentionner comme exemple, un exemple dont on avait parlé en préparation, à quel point ça peut être important aussi pour favoriser une adoption et un enthousiasme autour des nouveautés, de bien nommer les mets que vous trouvez à présenter. Vous aviez un exemple de sandwich, si je ne me trompe pas, qui est passé de l'insuccès au grand succès. Oui, ben c'est ça. On a un sandwich avec une garniture au tofu qui est super goûteuse, qui ressemble beaucoup à un sandwich avec une préparation aux œufs. Là. Donc, au niveau du look, super goûteuse, mais on l'appelait le sandwich garniture au tofu. Pas très populaire, ça ne sortait pas du tout. On l'a appelé sandwich végétarien et là, donc ça aussi, là, ça sort puis les patients le prennent. Donc, c'est ça, c'est la réalité aussi qui est un peu plus peut-être difficile des fois à accepter. On a beau avoir, c'est ça la différence un peu entre le service de restauration et le service aux patients. Donc là, on essaie vraiment de faire une recette qui va être hyper intéressante au niveau du goût, du look, mais ça va toujours passer un peu mieux en restauration, même s'il faut modeler un peu le titre parce qu'il y a encore à un certain niveau que ça passe pas nécessairement. Puis, il y a toujours la crainte, en fait, que la recette ne soit pas appréciée ou soit pas goûtée juste à cause de son titre ou de son nom. Donc, on essaie vraiment d'être créatif, mais on ne veut pas non plus cacher aux clients ce qu'il y a dans la recette. C'est comme quand on veut inclure de la PVT dans une sauce à spaghetti. On le dit ou on le dit pas? On est un peu à la même place à ce niveau-là. Super intéressant. Merci beaucoup, Annie. On va y revenir dans les prochaines minutes. Je vais entamer tout de suite notre deuxième partie de discussion, cette fois-ci sur les produits marins. Donc, je vous présente nos deux autres intervenantes, Sandra Gauthier, qui est directrice générale d'Exploramer, un musée dédié à l'océanographie et à la biodiversité marine du Saint-Laurent. Très impliquée dans la mise en valeur des richesses du Saint-Laurent, Sandra est l'instigatrice du programme Fourchette Bleue qui valorise les espèces marines issues des pêcheries durables du Saint-Laurent. Bonjour Sandra. Bonjour. Et nous avons aussi Sylvie McDuff, gérante de district pour le groupe Compass, où elle supervise actuellement 17 services alimentaires dans des établissements d'enseignement supérieur. D'ailleurs, elle nous parlera aujourd'hui plus particulièrement au nom de l'École de technologie supérieure de Montréal. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, parlons un peu de produits du Saint-Laurent. Je vais commencer avec vous, Sandra. Je ne pense pas surprendre tout le monde en disant que quand on commence à parler de produits marins de chez nous, ben, on pense aux mares, on pense aux crevettes de Matane, on pense aux fameux crabes des neiges. Mais il n'y a pas juste ça dans notre Saint-Laurent, mais vraiment pas juste ça. Parlez-nous un peu de la diversité d'espèces qu'on a et environ combien d'espèces on a dans notre Saint-Laurent qui sont à la fois comestibles et pêchées. En fait, on a un grand Saint-Laurent. On a cette chance-là au Québec. On a un Saint-Laurent d'eau douce et on a un Saint-Laurent d'eau salée. Donc, on appelle le Saint-Laurent marin, hein, la mer étant le sel. Donc, moi, je vais me concentrer uniquement sur les espèces marines, donc nos espèces d'eau salée. On estime qu'il y a à peu près une centaine d'espèces qui sont comestibles aujourd'hui dans Saint-Laurent. Puis je dis aujourd'hui parce qu'il y a des espèces qui se mangent ailleurs, mais qui ne se mangent pas encore ici chez nous. Donc, on est en train un peu d'évoluer, on est en train de voir ce qui se passe ailleurs. Mais en fait, une centaine d'espèces que nous, on évalue à chaque année sur la liste de Fourchette Bleue. Et elles sont réparties en plusieurs catégories. On a les poissons, évidemment, on a les algues, on a les mammifères marins, on a les crustacés. Puis dans les crustacés, en fait, dans les fruits de mer, pardon, il y a les crustacés, il y a les mollusques et il y a les échinodermes. Donc,
notre garde-manger marin au Québec, il est grand, puis il y a beaucoup de variétés. On le connaît juste pas encore assez. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on est aussi peu connaisseurs et qu'on retrouve encore, malheureusement, aussi peu de produits marins locaux, pas juste dans nos institutions, mais j'oserais même dire sur nos étals, dans les épiceries, dans les poissonneries. Qu'est-ce qui nous empêche? En fait, il faut revenir un peu dans l'histoire. Hein. On a bâti le Canada depuis l'histoire, depuis l'arrivée des premiers colons, sur l'exportation de nos produits marins. Donc, les premières grandes usines au Québec ont été construites à cette époque-là. Et déjà à l'époque, en fait, on engageait les Acadiens, les pêcheurs, pour aller à la pêche à la morue. On faisait sécher, saler la morue, et puis on la retournait sur les bateaux vers les propriétaires de ces usines-là. Donc, on parle des Écossais, des Jasiais, des Portugais. Donc, toutes ces compagnies-là étaient des compagnies étrangères. Donc, on a, depuis ce jour-là, toujours exporté nos produits de la mer. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est que nous, au Québec, étant donné notre saisonnalité, donc, on a une pêche qui est comme les légumes au Québec. Hein? Parfois, on ne fait pas toujours le lien avec une certaine saisonnalité, mais on ne pêche pas en hiver ou très, très peu, en fait, parce que les bateaux sont en cale sèche. On ne va pas sur la mer quand il y a des banquises. Donc, on est à la base un peuple de mangeurs de viande. C'était beaucoup plus facile d'aller à la chasse, d'aller trapper les animaux en forêt que d'avoir accès aux produits de la mer, surtout quand on habite Montréal. Les produits de la mer étaient à 1000 km, donc ils n'arrivaient pas toujours très frais, pas toujours très beaux. Donc, tout ça mis ensemble a fait en sorte qu'on n'a pas développé encore assez aujourd'hui ce volet-là de notre alimentation puis de notre économie aussi. Super intéressant. Merci pour ce petit rafraîchissement historique. C'est super pertinent et très, très intéressant. Puis, je comprends d'autant plus le travail de plusieurs ambassadeurs que vous avez aussi autour de vous pour essayer de mettre en valeur davantage ces produits-là. Parlons peut-être un peu du programme Fourchette Bleue, super programme que vous avez travaillé fort à instaurer, à mettre sur pied, qui est maintenant bien reconnu. Peut-être nous dire quelques mots en quoi consiste ce programme-là et quel est l'intérêt pour les institutions du Québec de privilégier des produits qui sont certifiés Fourchette Bleue. Bien, Fourchette Bleue, en fait, a 15 ans cette année, donc c'est ce qui nous permet de croire qu'il y avait réellement une demande pour avoir une plus grande connaissance de nos produits marins ici au Québec. Donc, le Fourchette Bleue, en fait, se divise en deux grands volets. Le premier volet, c'est la publication d'un éco-guide. Donc, à chaque année, avec l'équipe ici à Exploramer, on refait une analyse entière. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une centaine d'espèces qu'on considère comme comestibles dans le Saint-Laurent, mais à chaque année, on réanalyse cette liste-là comme pour la première fois chaque année. En fait, on évalue différents critères scientifiques, comme par exemple les états de stock, les techniques de pêche, le niveau de connaissance qu'on a de l'espèce, la comestibilité aussi. Et puis, on publie à chaque année donc la liste des espèces qu'on considère comme à privilégier ou à mieux découvrir ici au Québec. D'un autre côté, en fait, on a le volet certification où, en fait, on incite l'industrie de l'alimentation. Autrement dit, on veut que les restaurateurs, les poissonniers, les supermarchés, les cafétérias, les traiteurs, donc tout le monde qui gravite autour de l'alimentation puisse s'engager dans la même démarche, en fait. Et donc, la certification permet à ces organisations-là de s'afficher comme étant Fourchette Bleue, donc comme étant des lieux où on peut consommer, goûter ces espèces-là qu'on connaît un peu moins. Parce qu'il faut se le dire, hein, les espèces du Saint-Laurent, aujourd'hui, maintenant, au Québec, on les connaît moins que les espèces marines importées. Voilà. En effet, et malheureusement. Et donc, si je comprends bien, Fourchette Bleue se trouve à reconnaître non seulement la provenance et la comestibilité, comme vous disiez bien, mais aussi il y a des aspects durables qui sont évalués aussi avec cette certification-là. Donc, c'est pas juste de le pêcher. On veut que ce produit-là soit bien pêché et qu'on ne reparte pas en extinction comme on a eu avec plusieurs. Exactement. On n'a pas le contrôle sur tout, je dirais. On n'a pas le contrôle sur les changements climatiques, mais on a certainement le contrôle sur les effets des engins de pêche, par exemple,
sur les fonds marins. Ça, c'est un élément, mais on a aussi un certain contrôle qu'on est capable d'avoir sur la qualité de vie, la qualité du travail de nos pêcheurs, de nos employés d'usines de transformation, sur les emballages qu'on utilise aussi. Donc, il y a différents éléments comme ça qu'on tient à prendre en compte parce que nos produits de la mer ici, c'est des produits haut de gamme, puis c'est des produits surtout sauvages. Donc, on n'a pas beaucoup de contrôle sur, par exemple, le niveau de reproduction, mais sur ce qu'on peut prélever, ça plus. Merveilleux. Vous venez de mentionner un mot-clé, haut de gamme. C'est vrai que plusieurs de nos produits marins, du moins les plus connus, sont des produits plutôt haut de gamme qui se retrouvent sur les tables des restos nappe blanche, mais reste qu'il y a certaines espèces qui sont accessibles à nos institutions, donc moins chères et quand même intéressantes et faciles à cuisiner. Deux dont on avait parlé ensemble préalablement, le sébaste et le crabe commun. Qu'est-ce qui rend ces deux espèces-là particulièrement intéressantes là, pour nos institutions? Ben, je vous dirais que les lieux, les institutions qui ont commencé ou qui vont demain commencer à se procurer les espèces du Saint-Laurent sont des précurseurs. Donc, vous faites partie de l'histoire déjà. Vous ne le savez pas encore, mais vous faites partie de l'histoire. Donc, ce qui rend ça intéressant aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir une certaines préoccupations de la part de l'industrie de la pêche à se dire, ben oui, c'est vrai, finalement, on devrait promouvoir davantage nos produits marins pour qu'ils soient davantage mangés ici au Québec. Donc, la notion de permettre au Québec de se servir d'abord commence à faire son chemin. Donc, ça, c'est une première nouveauté. Et puis, l'écologie fait en sorte aussi qu'en ce moment, on a pour la première fois dans l'histoire du Québec accès à un poisson blanc, donc un poisson à chair blanche qui fait un retour fulgurant dans le Saint-Laurent en ce moment, qui s'appelle le sébaste. Et le sébaste actuellement est un produit qu'on connaît assez peu. Comme il réapparaît dans le Saint-Laurent, on n'a pas de marché d'exportation encore pour ce poisson-là, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, maintenant, on est capable d'avoir ce poisson-là blanc, donc assez facile en termes de valorisation, mais aussi à un prix qui défie toute concurrence. Donc, on retrouve ces poissons-là à un prix similaire à ce qu'on pourrait trouver dans les produits importés. Mais donc, ce produit-là, il est québécois, il est d'ici, il est sauvage, il n'y a pas d'hormones de croissance, il n'y a pas d'antibiotiques. Donc, c'est exactement le meilleur de tous les mondes pour notamment les institutions aujourd'hui. Et le crabe commun, oui, pardon, le crabe commun, en fait, on a beaucoup parlé du crabe des neiges, on le connaît, le crabe des neiges, c'est un produit de luxe aussi, mais il y a un autre crabe, en fait, au Québec qu'on pêche, c'est le crabe commun. Souvent, quand on se promène sur la plage, on le voit, là, c'est un petit crabe un peu plus rond, un peu plus trapu. On le pêche au Québec, on l'a toujours exporté, mais là, on commence à avoir un intérêt de la part du Québec. C'est un crabe qui est assez difficile à décortiquer, donc quand on le décortique dans une essoreuse, on en fait plutôt une salade, donc ça vient une chair un peu plus effilochée, donc ce qui fait en sorte qu'on le vend à meilleur prix, en fait, que le crabe des neiges. Donc, c'est sa particularité. Donc, on l'appelle salade de crabe, mais c'est uniquement du crabe. Il n'y a pas de salade, il n'y a pas de légumes à travers. C'est vraiment un produit brut quand même. Un effiloché de crabe. Voilà. Chouette. Quand même. Sylvie, je vais me tourner vers vous parce que avec l'ETS, vous avez travaillé récemment à introduire certains produits de la mer dans vos menus et plus particulièrement des algues. Donc, 3 espèces d'algues différentes qui proviennent du Saint-Laurent. D'où vous est venue l'idée d'introduire des algues dans votre menu, puis comment vous êtes passé de l'idée à la réalité? Bien, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux algues il y a plusieurs années, après avoir visionné un reportage là, sur l'algoculture. Moi, j'avais été impressionnée par le vertu en durabilité. Donc, les algues absorbent et emprisonnent beaucoup de CO2. Donc, je m'étais dit, oh wow, c'est un beau produit, ça coche toutes les cases, c'est un produit local, fait ici, c'est un produit santé, c'est un filtre naturel pour le CO2. Donc, j'avais envie de les encourager. Mais je me disais, mon Dieu, comment je vais faire ça? Moi, à part des sushis, j'avais pas beaucoup d'introduction d'algues autour de moi, là, je savais pas comment je pourrais introduire ça dans mon marché. Donc,
comme pour tout type d'agriculture ou de production, ça prend des acheteurs, des consommateurs pour faire découvrir un produit puis accroître leur production, leur croissance. Donc, moi, je voulais être de ceux-là, mais je ne savais pas comment y parvenir. J'ai mis ça dans un petit tiroir. Quelques années plus tard, dans une discussion avec ma conseillère de la SNAC, qui n'était pas à l'époque ma conseillère, la SNAC n'existait pas, c'était dans un autre projet commun. Donc, elle m'avait demandé comment on pourrait faire pour pousser plus loin nos actions, pousser plus loin les achats locaux, les achats durables. Nous, chez Compass, on fait déjà les aliments locaux, là, ça fait déjà partie de notre culture. On fait la quantification depuis plusieurs années. Donc, on voulait aller chercher quelque chose d'un petit peu plus loin, juste dans une discussion banale comme ça. Je lui avais parlé de mon délire avec les algues, pourquoi je voulais introduire ça. C'est resté comme ça, encore pour 1 an ou 2 supplémentaires. Sandra est devenue notre conseillère à la SNAC. Et puis, quelques années après, mon client de l'ETS, l'École de technologie supérieure, m'a fait réouvrir le petit tiroir en nous demandant est-ce que la certification Fourchette Bleue serait envisageable? Et bon, on n'avait pas d'idée ce qui était la certification Fourchette Bleue à l'époque. Donc, on s'est tourné vers notre conseillère à la SNAC qui a fait des petites recherches pour nous. Nous est revenu avec quelques détails, après quelques vérifications, comment faire pour introduire la certification. Et elle m'a dit, sais-tu quoi? Ben, les algues font partie des espèces qui sont certifiées. Donc, bien sûr, elle a allumé mon intérêt encore plus pour les algues. Pendant cette période-là, il y a une autre institution qui s'est aussi intéressée à la certification Fourchette Bleue à Montréal. Donc, ça a permis, je crois, à la SNAC de faire encore plus de recherches, de créer des recettes. Donc, avec les THQ, on crée des recettes pour nous, avec les algues et avec les autres produits de la mer. Nous, à l'ETS, on s'est concentré sur 3 espèces d'algues. Donc, la spiruline, la soupe ramen, on a fait la wakame et la laitue de mer. Donc, on est allé avec ces 3 espèces-là. Et peut-être, je m'excuse Sylvie, je me permets de vous interrompre oui? Juste quelques instants. Je demanderais si c'est possible à l'équipe technique de mettre à l'écran des photos oui. de ces 3 recettes parce qu'elles sont magnifiques. Elles nous mettent l'eau à la bouche, vraiment. Oui, donc on a la lasagne aux algues ricotta, donc ce qui est fait avec la laitue de mer. C'est la photo qu'on voit à l'écran. On a les smoothies aux algues et à la spirulitine. C'est un très gros vendeur, ce produit-là. Et le dernier produit, c'est la soupe ramen au poulet, donc qui est faite avec la wakame. C'est les 3 espèces que nous, on a introduites dans le cadre de la certification. C'est on a choisi ces produits-là aussi parce que c'était plus facile d'accès, donc l'approvisionnement était un petit peu plus facile pour nous. C'est des produits qui arrivent déshydratés, donc on a seulement à les réhydrater. Pour le transport, la livraison, pour la durée de vie aussi, c'était un petit peu plus facile. On ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait. Hein? On s'est dit, est-ce que les algues fraîches vont avoir une bonne durée de vie? Finalement, on a débuté le projet en mars dernier et ça va très bien. Ben, j'allais vous demander, parce que les recettes mettent l'eau à la bouche, ça a l'air vraiment super bon. Réaction des étudiants et du personnel de l'ETS. D'abord, est-ce que vous leur dites qu'il y a des algues du Québec dans ces mets-là? Oui. Et est-ce qu'on a eu je dirais pas une levée de bouclier, mais disons que c'est juste les plus audacieux qui y ont goûté avant ou ça non, pas du tout. On a une belle réaction de notre client, une belle réaction de notre clientèle. Les smoothies, donc on faisait déjà des smoothies aux épinards, des smoothies verts, ça existait déjà. Quand on a rajouté la spiruline, les gens ont vu une vertu santé, là. Donc, je dirais que ça a réduit un petit peu plus les autres variétés de smoothies et les smoothies aux algues se vendent encore mieux. Au début, on a fait une petite dégustation des produits également. Donc, ça l'a vraiment, allumé tout le monde. Tout le monde a bien embarqué sur ces produits-là. La soupe et la lasagne, c'est des façons d'introduire les algues qui restent communes à notre alimentation. Ce n'est pas des repas différents qu'on ne connaît pas. Tout le monde mange de la lasagne aux épinards, ou si on ne mange pas, bon, ça fait partie de notre alimentation courante. Donc, ça n'a pas été très, très difficile à introduire. Bien entendu, là, la certification est affichée, les menus sont affichés également, donc les gens sont très au fait de ce qu'ils mangent. Ce n'est pas du tout caché et au contraire.
Excellent. Ben, merveilleux. Puis je pense que c'est très judicieux aussi d'avoir commencé avec des mets connus, appréciés d'avance, puis soit en faisant une substitution d'un ingrédient ou en l'ajoutant tout simplement. En tout cas, ça donne envie de passer à l'ETS pour essayer. Ça a l'air vraiment très bon. Ce qui nous a un petit peu surpris, en fait, c'était le coût. Au début, on avait peur, ça va être cher. Est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir des algues dans leurs assiettes? Mais finalement, c'est pas plus cher qu'une autre protéine. C'est facile à cuisiner, puis ça ne fait pas augmenter nos coûts. Donc, ça a été très, très facile à introduire, contrairement à nos premières craintes. OK. Ben, merveilleux. J'allais vous poser la question, mais tant mieux que ça vienne directement de vous parce que oui, qu'on ne veuille ou pas, le prix est toujours un frein là, pour intégrer des nouveaux aliments. On arrive pas loin de la fin de notre période. Je voudrais quand même aller chercher quelques questions qui nous ont été envoyées. Il y a Jessica Vigneault, qui est conseillère cadre alimentation au CIUS au centre du Québec, qui nous demande si l'avoine nue est sans gluten. Olivier, peut-être? Une bonne question. Je ne suis pas certain, pour être bien franc. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre à la question. Mais je ne sais pas s'il y a des nutritionnistes dans la salle. En fait, moi, je peux répondre. Je préférerais que la réponse vienne de vous. En fait, l'avoine est une céréale qui ne contient pas de gluten, mais qui souvent va être contaminée par contamination croisée, soit au moment de sa récolte. Donc, si le même producteur récolte du blé ou autres céréales sources de gluten avec les mêmes équipements qu'il récolte l'avoine et que l'avoine est transformée là, dans les mêmes meuneries, il y a contamination croisée. Donc, par défaut, l'avoine est sans gluten, mais assurez-vous que vous l'achetez d'un fournisseur qui est certifié sans gluten. Ça veut dire que du champ jusqu'au sac de transformation, il y a eu un contrôle pour pas qu'il y ait de contamination croisée. Voilà. Sinon, peut-être toujours en lien avec l'avoine nue, je savais que ça susciterait un certain intérêt, cette culture-là. J'enverrai la question peut-être du côté d'Annie. C'est Ariane Charon-Bigra, au CIS des Laurentides, qui nous demande où vous vous approvisionnez de vos ingrédients québécois, donc des nouvelles cultures dont on a parlé. Elle regardait là, pour l'avoine nue et ce n'était pas disponible chez son distributeur principal. Est-ce que vous avez des voies d'accès particulières? Moi non plus, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas la réponse là, avec moi. Mais je pourrais entrer en contact avec elle et lui donner les détails là, dès que je peux les avoir. Parce qu'on a fait, c'est ça, quelques tests. Je sais qu'à un moment donné, on en a acheté nous-mêmes là, dans un magasin d'aliments naturels là, pour vraiment comme faire les tests. Fait que je peux faire la recherche et je vais lui envoyer ça. Bien, c'est bien gentil. Puis j'aurais envie de vous demander, en fait, à tous, pour ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés à s'approvisionner en un et ou l'autre des ingrédients qu'on vient de parler, donc orge, avoine, sarrasin, haricots du Québec et les produits marins, notamment le sébaste, le crabe commun et les algues. Comment procéder? À qui parler? Ben, si je peux commencer pour la plus simple de mon côté au niveau des haricots, ben, dans le cadre du projet haricots, ça fait 2 ans qu'on travaille avec les producteurs, avec l'ensemble de la filière pour débloquer vraiment rendre disponibles les haricots chez les distributeurs au niveau institutionnel. Puis là, on a eu la réponse hier, justement, ça tombe bien que en fait, il y a 7 variétés de haricots du Québec, de haricots secs qui vont être disponibles chez un premier distributeur, chez Gordon, ce qui est entre autres une bonne nouvelle pour les institutions là, du milieu de la santé de la région de Montréal là, qui font beaucoup à faire, je crois, avec Gordon. Donc, voilà pour la première réponse. Puis, pour ce qui est des autres céréales, c'est plus difficile de répondre parce que, ben, on n'a pas mis beaucoup d'énergie encore sur ces filières-là. Ça va être les prochaines étapes, que ce soit l'orge, le sarrasin, l'avoine nue. Mais c'est sûr que c'est un défi, en fait, la disponibilité de ces produits-là. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus pour que ça soit fait, que ce soit plus facile pour les institutions d'y accéder. Fait que si je reviens à ce que vous disiez au tout début, là, oui, on est en démarchage, on est au stade de mettre tout ça en place, mais j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par ces cultures-là à vous contacter, ne serait-ce que pour vous signifier leur intention et leur intérêt.
Et en groupant les intérêts, ça va permettre sans doute de sécuriser des contrats avec un certain nombre d'agriculteurs qui, là, vont être à l'aise de mettre ça dans les champs et de le récolter parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend pour la saison suivante. Donc, appelez Olivier, écrivez-lui. Dites-lui que vous aimez le sarrasin ou peu importe ce que vous aimez. Sandra, du côté des produits marins, là, Sébastien, là, on sait que c'est en développement. On discutait au préalable ensemble qu'il y avait, bon, en fait, puis vous l'avez dit aussi tout à l'heure que là, on a la chance, ou en tout cas le privilège d'avoir la même mise sur cette espèce-là avant que les marchés étrangers se l'approprient. J'imagine que c'est un peu la même chose aussi avec les autres espèces. Il y a un marché à l'étranger de toute façon. Donc, comment on fait ou quand est-ce qu'on doit s'activer et manifester notre intérêt pour être sûr de pouvoir mettre la main sur nos produits avant que ça sorte de nos frontières? Oui, bien, c'est un peu particulier dans le cas des produits marins parce que comme c'est saisonnier, en fait, les usines, l'industrie de la pêche se rend tous les ans à Boston au mois de mars pour prévendre, en fait, leur production de l'été à venir. Donc, ce qu'on a fait avec Fourchette Bleue, c'est qu'on a mis en place un salon Fourchette Bleue 3 semaines avant l'autre événement de Boston. Donc, on veut un peu bypasser, excusez-moi l'anglicisme, mais l'événement international pour permettre justement au Québec de se servir d'abord. Donc, en février prochain, donc 24, 25, 26 prochain, le salon Fourchette Bleue a lieu dans la région de Québec cette année. Et sinon, ben, les grandes bannières, là, comme M. Flamand-Lapointe a mentionné tout à l'heure, peuvent aussi vous aider au niveau de l'achat. Mais si vous avez des grands besoins, vous pouvez venir préacheter ou précommander vos produits marins du Québec lors du Salon Fourchette Bleue. Merveilleux. Puis j'en profite pour vous passer une question, Sandra, plus précise par rapport. Oups, la question est disparue. Mais qui était le sébaste sur le site de Fourchette Bleue. Le sébaste serait encore indiqué comme une espèce menacée, mais c'est plus le cas. Hein? Non, c'est plus le cas. En fait, c'est que les études qui sont menées par le COCEPAC sur l'état des espèces prend du temps à changer, mais la cohorte, donc la nouvelle naissance de sébaste qui s'est faite dans les années 2011-2013 a permis donc de relancer la pêche commerciale. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment les études de stock de pêche et océan Canada qui priment et qui permet donc la relance de cette pêche-là. C'est des grandes questions qu'on se pose tous les jours, nous aussi de notre côté. Ouais. Ben, merveilleux. Donc, Sébastien, oui, il y en a, c'est super bon. Arrêtons d'acheter du tilapia, prenons du Sébastien à la place. Ça serait pas mal mieux et pour nous et pour tout le monde, en fait. Écoutez, je vais devoir malheureusement mettre un terme à cette belle discussion parce qu'on arrive au bout de notre temps, mais merci infiniment à vous quatre. Je vous réitère là, à ceux qui nous écoutent que vous pouvez évidemment entrer en contact avec nos panélistes, mais vous pouvez aussi contacter votre conseiller ou conseillère à l'ITHQ ou à la SNAC pour en savoir plus et j'espère créer de beaux partenariats pour que ces beaux produits-là émergent de nos champs, de nos eaux et qu'on puisse en profiter. Merci encore infiniment à vous quatre. Merci. Merci. Alors, c'est ce qui conclut notre forum 2024. Permettez-moi de me joindre au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, qui tient à remercier chaleureusement tous les panélistes, le temps que vous avez accordé à la fois à la préparation du forum, votre présence aujourd'hui, mais aussi votre engagement dans tous vos projets sont vraiment très, très appréciés. Le MAPAC remercie également l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour sa précieuse collaboration dans l'organisation de cette 4e édition. Et un merci tout particulier à Joanie Lemire, Sandra Paquette, Fatine Mécoire et Virginie Mesquiche qui étaient les magiciennes derrière tout ça et la réalisation de ce 4e forum. Je vous invite, quel que soit votre secteur, à communiquer avec les partenaires de la SNAC. Je vous les renomme rapidement. Donc, il s'agit de l'ITHQ, Aliments du Québec, l'Association des producteurs maraîchers du Québec, le Centre Umami, M361, le Regroupement des tables bioalimentaires du Québec et le Carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'île de Montréal.
Je tiens aussi à remercier les partenaires de l'événement qui ont accueilli en présentiel plus de 160 personnes sur 3 sites, en Mauricie, Montérégie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit les partenaires du développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie, la Montérégie Garde-Manger du Québec et le Centre Umami, ainsi que la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'espère que vous avez apprécié votre expérience en présentiel. Et en terminant, merci aussi à l'équipe technique de Digicast, ainsi qu'à vous toutes et tous qui avez été présents en très, très grand nombre aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette version plus courte du forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec. D'ailleurs, vous allez recevoir sous peu un sondage que je vous invite chaleureusement à remplir. C'est pas très long, sondage d'appréciation, donc dans lequel vous pourrez nous faire part de vos commentaires, ce que vous avez aimé, moins aimé et vos souhaits pour les prochaines éditions. Je vous rappelle en terminant que l'enregistrement de cette matinée sera accessible dans les prochaines minutes, probablement à partir du même lien que vous avez utilisé pour vous connecter ce matin. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit, bon après-midi et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Salut!